Diaspora africaine. Diaspora africaine. C'est de la diaspora africaine dont nous voulons parler dans cette vidéo. Et merci d'avoir cliqué cette vidéo. Et j'espère que vous allez la suivre jusqu'à la fin pour comprendre notre approche de la diaspora africaine. Parce que la diaspora africaine présente une double démarche à l'étranger. Et nous allons essayer de partager avec vous et de savoir votre opinion là-dessus. Comment est-ce que la diaspora africaine se comporte à l'étranger? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que ça va dans le sens des attentes de la population africaine sur place et de la population noire tout entière? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé, si le thème vous intéresse, mettez-nous un pouce. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et je vous donne rendez-vous tout de suite lorsque vous allez préparer également un commentaire. Bienvenue donc sur cette chaîne où nous allons parler de la diaspora africaine. La diaspora africaine hors d'Afrique. La diaspora africaine à l'étranger. D'entrée de jeu, nous allons dire qu'il n'y a pas une diaspora africaine à l'étranger. Il y a des diasporas africaines à l'étranger. Il y a des diasporas africaines à l'étranger. Et nous faisons cette distinction, nous allons faire cette distinction d'abord sur le plan de l'approche. Comment est-ce que la diaspora africaine fonctionne? Mais nous allons déjà saluer cette diaspora africaine qui fait déjà des efforts de pouvoir prendre conscience de l'état dans lequel elle se trouve elle-même et de comment est-ce qu'elle peut apporter une solution à l'Afrique. Mais apporter une solution à l'Afrique et aux Africains voudra qu'on essaie de trouver un terrain de consensus, qu'on essaie d'avoir une même démarche pour ne pas arriver à des résultats très séparés, très disparates. Comment est-ce que nous distinguons la diaspora africaine? D'un point de vue de l'approche, nous distinguons deux diasporas africaines. Même si ils ont tous le même but, comme nous avons dit, nous avons une diaspora africaine d'origine francophone. Diaspora africaine d'origine francophone et une diaspora africaine d'origine anglo-saxonne. C'est ça, de deux. Ces deux diasporas ont deux façons de faire qui sont tout à fait différentes. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Nous allons d'abord prendre la diaspora anglo-saxonne. Nous allons prendre la diaspora anglo-saxonne. La diaspora anglo-saxonne a commencé à se mettre en place depuis l'arrivée du docteur Arikana, l'ambassadeur de l'Union africaine aux États-Unis, où elle s'est donnée comme mission personnelle et professionnelle de créer ou de renforcer une diaspora qui apporte des solutions à l'Afrique. Et elle prône même le retour de la diaspora en Afrique. Qu'est-ce que fait nos chefs d'État pour essayer de prendre, de préserver, de protéger les Africains partout où se trouvent, d'encourager leur retour? Voilà une mission qu'elle s'est donnée. Et elle a assez parlé suffisamment de la diaspora africaine qui est limitée. Et elle chercherait à lever ces obstacles pour les encourager à venir. Donc, voilà une diaspora qu'elle a pu mettre en place avec une certaine verve, considérant que cette diaspora est une diaspora globale de l'Afrique. Non, c'est une diaspora qui jusque-là regroupe l'essentiel des anglo-saxons, puisqu'elle s'exprime en anglais, couramment en anglais. Elle est d'origine sud-africaine, s'exprime en anglais. Et s'implantant d'abord aux États-Unis, elle regroupe autour d'elle beaucoup plus les anglo-saxons. Eux, ils sont dans l'action, dans le business. Et c'est eux qui sont à l'origine de la création de ce qu'on pourrait appeler le Wakanda Village. Et on a essayé d'encourager la création de Wakanda Village dans chaque village. Et le premier qui a eu lieu en Zambie est en train de porter des fruits. Donc ils sont plus un peu dans l'action. Ils sont plus dans l'action.
ben, il y a un côté qui flanche un peu. Et c'est là où se situe la différence. C'est qu'ils pensent que c'est en s'organisant pour rentrer s'investir en Afrique qui va changer la situation en Afrique. Non. Il y a un pan de la diplomatie, de la politique que les anglo-saxons ont souvent tendance à mépriser ou à ignorer. De savoir qu'il faut d'abord créer les conditions favorables à la diaspora pour pouvoir revenir en Afrique. Il y a des pesanteurs diplomatiques ou géostratégiques qui pèsent sur la diaspora et qui les empêchent de rentrer. Mais tant qu'on ne lève pas ces barrières, ce serait difficile de pouvoir rentrer facilement en Afrique, de pouvoir s'épanouir. Qu'est-ce que je vais entendre par des obstacles diplomatiques? Généralement, les anglo-saxons ignorent comment les politiques sont construits chez nous. Le système politique ou les systèmes géostratégiques qui pèsent sur nos pays, ils ont de la peine ils ne s'intéressent pas à ça. Ils voient toujours qu'avoir de l'argent et rentrer investir, ça suffirait. Non, il y a toute une procédure administrative, il y a toute une procédure politique, il y a une procédure diplomatique qu'il faudrait d'abord accomplir. D'abord, nos chefs d'État ne sont pas liés. Et je l'ai dit tantôt, beaucoup des anglo-saxons en Afrique ignorent que nous avons affaire à un système politique, au système présidentiel, qui est hérité de la France. Tant qu'on ne comprend pas comment ce système fonctionne, il serait difficile pour les anglo-saxons de venir s'établir. Parce qu'une fois que vous allez vous rentrer pour vouloir vous établir, on va vous poser tellement d'obstacles diplomatiques, politiques, que vous serez découragé. Parce que la procédure ne sera pas facilitée. D'ailleurs, que cette diaspora même, déjà dans certains pays, on n'admet pas la double nationalité. Donc voilà un levier économique, voilà un levier diplomatique, un obstacle diplomatique, il faudra déjà lever pour pouvoir essayer de résoudre ces problèmes. Et la diaspora anglo-saxonne ne pense pas à ça. Elle encourage toujours, il faut rentrer. Mais une fois qu'on entame la procédure de pouvoir retourner, ça devient difficile. Donc retourner, non pas seulement on vous accorde que vous n'avez pas de passeport, vous dire que vous n'avez pas, les nationaux ne peuvent pas, les étrangers ne peuvent pas investir au pays, mais quand les Européens viennent investir, c'est passable. On ne considère pas que ce sont ces investissements étrangers. Donc voilà des obstacles que la diaspora anglo-saxonne essaie d'ignorer. Pour ne pas être très long dans cette vidéo, si vous voulez, on pourra bien revenir là-dessus. Nous allons parler maintenant de la diaspora francophone. La diaspora francophone, de son côté, maîtrise bien les aspects diplomatiques et politiques. Elle comprend très bien. Elle a été formée dans ce sens-là, où on a mis la priorité sur la formation politique, les débats politiques, les enjeux, tous ces enjeux-là. Les francophones comprennent bien ces enjeux. Qu'il y a une démarche diplomatique à prendre, qu'il y a des dispositions politiques, des obstacles politiques qu'il faudrait lever avant de pouvoir retourner en Afrique. Créer d'abord ces conditions-là. Et ils sont focalisés là-dessus. C'est la raison pour laquelle vous voyez la diaspora africaine en Europe en train de se mobiliser de part et d'autre, en train de faire des marches, en train d'organiser des manifestations par-ci, en train de dénoncer. Même sur les réseaux sociaux, ils sont dans le sens de la dénonciation. Ils dénoncent ici, ils dénoncent ça, les contraintes, ainsi de suite. Et se battent dans les métropoles pour que les métropoles essaient de lever le pied sur leurs anciennes colonies. C'est ce que la diaspora francophone fait. Mais est-ce que ceci va suffire à pouvoir lever tous les obstacles diplomatiques qu'ils auront à faire sur les colonies, sur les anciennes colonies qui sont? Nous, à notre niveau, que ce soit la diaspora anglo-saxonne ou la diaspora francophone, nous estimons qu'il y a un manque de maîtrise de tous les outils pour aller en avant. Si les francophones maintenant donc, sont trop diplomatiques et sont focalisés sur les manifestations de l'étranger, ce n'est pas l'étranger il faudrait qu'ils allient également la démarche anglo-saxonne qui considérait à agir sur le terrain. Au Ground Zero, on ne trouve aucune action qu'ils ont menée. C'est vrai qu'ils ont compris que c'est en marchant, en protestant auprès de la métropole, en dénonçant, en décriant, que la métropole pourra lever le pied sur les colonies. Mais il faudrait qu'ils commencent aussi à prendre des dispositions sur le terrain pour pouvoir boycotter. Il faudrait bien que je dise, tant qu'ils ne passent pas à l'action de lancer par exemple les boycotts dans les pays francophones de la France, cela ne pourra pas marcher. Pourquoi est-ce que la diaspora africaine ne peut pas se lancer dans une organisation des boycotts des entreprises françaises? Est-ce qu'en allant intervenir auprès de l'Élysée, en allant intervenir auprès des institutions françaises, ça pourra faire changer? Ça ne pourra pas faire changer les choses. Parce que là, les politiques français, les hommes politiques français d'aujourd'hui ne sont là que pour accomplir des projets qui ont été dessinés longtemps avant qu'eux. Et cette personne voudra que cela se brise à face d'eux.
Il faudrait bien qu'on comprenne cela. La France, l'Afrique est gérée par une cellule à l'Élysée. Elle ne dépend pas du ministère des Affaires étrangères. C'est la raison pour laquelle, quand la France veut prendre la décision pour envoyer l'armée dans un pays africain, c'est l'Élysée qui prend la décision et on peut la décider nuitamment et on l'exécute. Ça ne passe pas par l'Assemblée nationale. Mais si elle veut envoyer l'armée en Syrie, elle doit passer par l'Assemblée nationale. Vous comprenez que la politique étrangère de la France couvre donc les zones de l'Afrique du Nord et du monde arabe, ainsi que tout le reste du monde. Mais l'Afrique noire est gérée par la cellule de l'Élysée. Nous, la diaspora, on doit comprendre ça. Si on se bat tellement pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir faire infléchir la politique des Français, ça ne pourra pas changer, ou de l'Angleterre, ça ne pourra pas changer. Ça ne pourra pas changer grand-chose. La preuve en est depuis une dizaine d'années, qu'on se bat depuis une vingtaine d'années, qu'on se bat, les choses n'ont pas beaucoup changé. Mais commencez déjà par voir comment le boycottage des Français en France, ça c'est le maillon faible. Il faut boycotter les Français dans les pays, il faut boycotter les Français, les compagnies françaises dans les pays dans lesquels vous vivez. Vous ne pouvez pas être contre les Français et continuer à les nourrir. Vous êtes le bras qui les nourrissait. C'est l'argent qu'ils prennent de vos colonies dans nos pays qui permettent de soutenir leur politique sur le terrain. Que ce soit les industries de consommation agroalimentaire, que ce soit les industries de transport, c'est eux qui maîtrisent tout ça. Prenez la disposition donc. Notre point de vue serait ici que vous boycottez les industries françaises et que là, ça va donner la possibilité aux nationaux de pouvoir prendre le pas, de pouvoir relever ce qu'il y a lieu de faire. Voilà ce que j'avais à dire. En conclusion, nous retenons que notre point de vue serait que la diaspora anglo-saxonne doit également penser à lever les obstacles diplomatiques, politiques et géostratégiques qui mènent au chemin de la libération de l'Afrique. Et de son côté, la diaspora africaine doit prendre des actions sur le terrain, contre la métropole. C'est sur le terrain qu'elle doit prendre des actions parce que la lutte, c'est où la lutte se mène. Faire des marches en Europe pendant des années, ça ne changera rien tant que vous allez laisser les populations sur place continuer à nourrir le bras armé de la colonisation. Si cette vidéo vous a intéressé, vous mettez des pouces. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout nous laisser un commentaire. Que pensez-vous du boycott des entreprises françaises en Afrique? Merci et à plus tard.